Bonjour, nous sommes au Gabon, au cœur de cette immense forêt équatoriale du bassin du Congo, qui est l'une des plus importantes du monde après l'Amazonie. Cette forêt, comme toutes ces grandes forêts, abrite 75% de la biodiversité, c'est-à-dire de tout ce qui vit sur Terre. C'est pour ça que ce qui se passe ici est très important pour nous tous. Déjà, dans 25 pays, les forêts ont disparu. Nous sommes en train d'effacer le disque dur de la nature sans connaître les données qu'il contient. Il est trop tard pour être pessimiste. Il nous faut de l'action. Dans tous les domaines, ici au Gabon et partout dans le monde, des hommes et des femmes nous montrent un autre chemin. Certains sont célèbres, d'autres anonymes, mais ils sont toujours des exemples pour nous tous. Et vous allez voir, leur obstination finit par payer. En Colombie, Sandra Bessudo se bat pour protéger un mal-aimé, le requin. Essentiel à la vie des océans, il risque de disparaître, victime du braconnage pour ses ailerons. L'homme, généralement, est très égoïste. Je fais de l'argent tout de suite, et je m'en fous du reste. Mike Fay est un scientifique hors du commun. Il a marché 4000 km au cœur d'une forêt africaine totalement inexplorée. Son expédition a permis l'inventaire d'une flore et d'une faune sauvage unique et la création au Gabon de 13 parcs nationaux. Tristan Lecomte parcourt le monde à la rencontre des petits exploitants. Il est le leader en France du commerce équitable. Sa mission, redonner du sens à notre consommation. On est allé beaucoup trop loin dans l'exploitation des pays du Sud, de leurs ressources et des hommes qui sont derrière ces produits. Donc on revient à un plus juste équilibre. Des scientifiques risquent leur vie dans les forêts du bassin du Congo. Pour ces chercheurs, les origines des terribles virus SIDA et Ebola pourraient se trouver au cœur de la forêt. Si on comprend pourquoi ces primates africains, qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent à survivre avec leur virus, peut-être que ça nous donnera des clés pour comprendre comment nous, humains, on peut se débrouiller du sida. Un quart de la population mondiale vit avec moins d'1 euro par jour. Pour lutter contre la misère, un banquier a décidé de prêter aux plus pauvres. C'est le pari fou et réussi de Mohamed Younous, l'inventeur du microcrédit. Le principe des banques, c'est plus vous êtes riche, plus on vous prête. Pour moi, la logique devrait être, plus vous êtes pauvre, plus on vous prête. Au Gabon, Christian Mbina, un militant écologiste, a rejoint une exploitation forestière labellisée. Pour lui, on peut produire sans détruire la forêt. C'est aussi à nous de décider. Le consommateur, qu'il soit à New York en train d'acheter un meuble, qu'il soit à Paris en train d'acheter une rame de papier, il a la responsabilité de la gestion des forêts, loin en Afrique, loin en Malaisie, loin à travers l'Amazonie ou le bassin du Congo. Les tortuludes viennent pondre sur les côtes du Gabon. En moins de 20 ans, 9 sur 10 ont disparu. Guy-Philippe Sounguet consacre toute son énergie à la sauvegarde de ces géantes des mers. C'est un formidable voyage que nous vous invitons ce soir, à la rencontre de ces héros qui ont décidé de suivre un autre chemin et à leur manière de changer le monde. Les chutes de Kongo, au nord du Gabon, peut-être les plus spectaculaires et les plus belles d'Afrique. C'est ici que j'ai voulu commencer ce voyage, au-dessus de cette eau qui surgit de la forêt, comme si les arbres donnaient vie aux rivières. Regarde cette puissance de l'eau, c'est inouï. Qu'est-ce que c'est beau. Fascinant ça. J'oublie de faire des photos tellement c'est beau moi. C'est fou cette vie entre ces arbres immobiles et cette eau qui arrive de la mer, que les nuages ont amené. La forêt a appelé les pluies. Elle s'est nourrie de cette eau, elle en avait besoin, et elle va rendre cette eau à l'océan chargée d'aliments. Tout est échange, tout est lié. Ce lien vital entre l'eau, la terre et le ciel tient à peu de choses. Même ces chutes sont peut-être en sursis. Il est question de les noyer pour construire un barrage et alimenter une mine de fer en électricité. Comme beaucoup de pays du Sud, le Gabon est à la croisée des chemins. Comment concilier son développement nécessaire avec la protection de ses richesses naturelles? Pour le moment, l'impact des hommes est encore peu visible au Gabon. Il n'y a qu'1,5 million d'habitants sur une surface grande comme la moitié de la France. Et plus des 3/4 du pays sont encore recouverts de cette forêt d'une richesse extraordinaire.
L'importance de ce milieu, un homme l'a bien comprise. Il s'appelle Mike Fay. Il est américain, mais son cœur bat au rythme de la forêt africaine. C'est un scientifique et vraiment un homme hors du commun. Vous allez voir. Mike, tu es connu dans le monde entier pour avoir fait une expédition scientifique mythique à pied dans cette forêt. Combien de kilomètres? Je dirais entre 3000 et 4000 kilomètres. 15 mois dans la forêt. Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris qu'il y a des coins dans ces forêts qui sont complètement vierges. Vous pouvez marcher parfois un mois et demi, sans voir le moindre trace humaine. L'aventure de Mike Fay démarre le 20 septembre 1999. Avec une douzaine de porteurs pygmées, il pénètre dans la forêt du bassin du Congo, la deuxième au monde après l'Amazonie. Son but, s'écarter le plus possible de toute trace de civilisation pour aller au cœur même d'une forêt jamais encore pénétrée. Connaître pour faire connaître ses richesses, découvrir les régions qu'il faudra protéger en priorité. Une totale immersion pour prendre le pouls de la nature. Muni d'une caméra, d'un appareil photo, d'un magnétophone et d'un carnet de notes, Mike dresse l'inventaire complet et inédit de la forêt. Il faut observer, compter, mesurer. Le biologiste connaît parfaitement la faune et la flore africaine. Il est capable de nommer chaque arbre, chaque plante, chaque animal. Mike va rencontrer des animaux naïfs, comme il les appelle, parce qu'ils n'ont jamais vu l'homme. Sa route, il la taille à la machette avec son équipe, quand il ne suit pas les sentiers tracés par les animaux. À chaque fois, il tombe sur une cartouche de fusil. Un sentier ouvert par l'homme, un reste de campement. Mike le filme et le note sur son carnet, et s'enfonce de plus en plus profondément dans la forêt. Il faut parfois rationner la nourriture pendant des jours, en attendant un parachutage de vivres qui n'arrive pas, ou la découverte d'un ruisseau pour pêcher. Mike doit motiver son équipe. Les porteurs sont épuisés, ils marchent 8 heures, 12 heures avec 20 kilos sur le dos. Pour lui, ce sont eux les héros de l'aventure. Certains jours, il parcourt seulement 3 km, d'autres 10. Mais la détermination de Mike ne faiblit pas. Grâce à ses compagnons de route, il réussit l'une des plus grandes expéditions de notre époque, riche de toutes ses rencontres avec les animaux de la forêt. Il y a énormément d'animaux qui n'avaient jamais vu l'homme. Vous m'avez dit que vous vous êtes fait un peu engueuler par des éléphants. Ah oui, mais plus que ça. Parce qu'un éléphant qui a peut-être eu un accrochage avec l'homme qui était violent, il va fuir. Mais si ce même éléphant, vous le trouvez au centre, dans le domaine des éléphants, la réaction est complètement différente. On les approchait et on disait « bonjour » pour voir la réaction. Et parfois, la réaction, c'était la charge. Très souvent, en fait. Et alors? Il faut faire la contre-intimidation. Souvent, c'est très doux, mais de temps en temps, c'est très violent. Et si tu ne réagis pas, comme ça, en se faisant grand et bruit, tu peux mourir facilement. Et même si elle approche, c'est d'habitude les femelles, 1 mètre, il ne faut pas fuir, parce que c'est déjà trop tard de toute façon. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même? Ça vous a forcément complètement transformé. Imaginez, après 15 mois de marche, vous n'avez pas porté des chaussettes depuis 15 mois. Je n'ai même pas porté une chemise depuis 15 mois. On avait très peu de nourriture tous les jours, des trucs très simples et très... Essentiel. Oui, essentiel, même pas moins que l'essentiel en fait. Et donc, tu arrives,
tu as presque oublié que ce monde à l'extérieur existe. Imaginez ce que c'est Manhattan, après 15 mois en forêt, tu commences à oublier. Et donc, rentrer dans tout ça, c'est bouleversant. Ce que j'ai perdu, c'est l'envie de posséder quoi que ce soit. Ça n'a plus d'importance. Une clairière au loin, perdue dans l'immensité de la forêt. Un endroit unique. Le bail de Langoué, une des merveilles qui ont transformé Mike. Bail en pygmée veut dire clairière. Une oasis pour tous les animaux de la forêt. Mike est sans doute le premier homme à être venu ici. Plus de 4000 éléphants de forêt passent ici chaque année. Et ça dure depuis des milliers d'années. Donc voilà le mirador de Langoué. C'est là où on va dormir? Oui. C'est notre maison aujourd'hui. En fin de compte, c'est les chemins des éléphants qui vous a montré cet endroit. Oui, en forêt, une fois qu'on pénètre loin dans la forêt, vous avez un réseau de pistes d'éléphants qui est comme les autoroutes. Les éléphants connaissent chaque croisement, connaissent là où chaque sentier mène. Et donc, quand vous voyez la confluence de beaucoup de pistes, vous savez d'habitude qu'il y a une clairière. On a suivi seulement. Et au bout de cette piste, voilà, la clairière de Langoué. Jamais vue par l'homme. Il n'y avait pas de traces humaines, il n'y a pas de carcasse d'éléphant, il n'y a aucun signe de l'homme ici. Et quand je suis arrivé pour la première fois, il y avait peut-être 15-20 éléphants ici, c'était en saison sèche. Mais il y avait les Sitatunga, je suis approché à 2 mètres, ils ne fuyaient même pas. Ça, c'est l'Arche de Noé, c'est le paradis, ça, hein? C'est le paradis. Il y avait des éléphants, il y avait des gorilles, il y avait des cochons, il y avait des Sitatunga, il y avait des buffles. C'est patrimoine de l'humanité ici, cette clairière, hein? Ça, c'est sûr. C'est unique. Il n'y a pas une autre comme cela. Qu'est-ce que les éléphants de la forêt viennent chercher ici, dans ce bail? Ils viennent chercher le sel. Vous avez 60 cm de la surface, là-bas, une espèce de nappe de gravier. Et les éléphants, quand ils viennent, ils mettent leur trempe dans ces trous qu'ils ont créés. D'abord, ils pompent pour évacuer l'eau sale qui est là-bas. Après, ils sucent. Ils mettent vraiment la trempe sur la surface du gravier et ils sucent. Ils prennent peut-être seulement 1 litre, mais de l'eau salée. Et puis, ils peuvent faire pendant 5 heures, 6 heures. Oh. Il y a encore un autre qui vient. Qu'est-ce qu'il dit là? Bon, celui-là, d'habitude, ce qui se passe dans la clairière, vous avez un éléphant qui est là en train de boire son sel. C'est tellement bon qu'il ne veut pas laisser le trou. Et il voit très bien qu'il y a celui qui est supérieur à lui qui vient derrière, mais il ne peut pas arrêter. Il est là en train de boire, donc tout d'un coup il a une pointe dans la fesse, il crie et il court. Et il y a des éléphants qui ont des vraies cicatrices partout sur les fesses. Hein. Et ils se battent tout le temps pour le sel. Ah oui, il y a un beau mâle là-bas. Ah oui? C'est lui qui chasse les autres. Ah, ça joue, c'est génial. Les enfants, c'est les enfants. Hein. Mike Fell ne se contente pas d'observer cette nature. Il a décidé d'agir. J'avais la possibilité, après cette longue marche, de rencontrer le président du Gabon. Je commence à montrer les images
que nous avons pu avoir de la forêt. Après, j'ai montré la carte du Gabon sur mon ordinateur et j'ai affiché les permis forestiers. Toute la carte du Gabon est devenue rouge d'un coup. Il était choqué. 2-3 minutes plus tard, il m'a dit « Qu'est-ce qu'il faut faire ?» J'ai dit « Il faut créer un réseau des parcs nationaux au Gabon. Ça va préserver le cœur de la forêt, ça va préserver toutes les espèces pratiquement. » Et il a dit « On va le faire. » Et il l'a fait. Et il l'a fait. On a maintenant 13 parcs nationaux. 11% du pays est préservé. Il y a des arches de Noé un peu partout dans le pays. Chaque biotope est protégé. Ça change la mentalité et la direction de l'exploitation des ressources naturelles. Quand je vois un pays qui est capable de faire ça, qui est beaucoup moins riche quand même que l'Amérique ou la France, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Si l'homme décide de changer son avenir demain partout sur la planète, il le fait demain. Lors de cette expédition, Mike a vraiment découvert le lien précieux qui relie la nature et les hommes. Il démontre qu'on ne peut pas protéger sans avoir appris à connaître. Et surtout, qu'il suffit parfois de peu de choses pour bouleverser le monde. Encore une personne qui s'engage et qui veut changer les choses. En Colombie, Sandra Bessudo se bat pour que les pêcheurs respectent ces mal-aimés que sont les requins. Parce que dans la nature, tous les animaux ont leur utilité. Regardez. Il règne dans les océans depuis 450 millions d'années. C'est l'un des animaux les plus vieux au monde, mais aussi l'un des plus redoutés. Depuis toujours, le requin est considéré comme le pire ennemi de l'homme. Au milieu de ces grands prédateurs, une femme a su se faire accepter, Sandra Bessudo, une biologiste franco-colombienne. Depuis 20 ans, cette amoureuse des requins plonge avec eux sans cage ni protection. J'ai jamais eu peur de plonger avec les requins. Bien sûr, on rentre dans l'eau avec beaucoup d'anxiété et il y a le côté adrénaline. Ce qu'il faut, c'est enlever le préjugé que c'est un mangeur d'hommes parce que le requin, il n'aime pas manger de l'homme. Ça, c'est clair. C'est au large de l'île de Malpelo, en plein cœur de l'océan Pacifique, que Sandra part à la rencontre des requins. Pour arriver jusqu'ici, elle doit faire 36 heures de bateau depuis les côtes colombiennes. Loin des hommes, des milliers de squales se retrouvent ici pour se reproduire. C'est l'un des plus grands rassemblements de requins au monde. Dans ces eaux profondes de 4000 mètres, l'écosystème est intact. Et pour cause, ce grand prédateur est à l'origine de l'équilibre des océans. Il régule le nombre de poissons et de crustacés et empêche les épidémies en s'attaquant aux animaux malades. Si les requins disparaissaient, il y aurait un effondrement de la chaîne alimentaire. Beaucoup d'espèces pourraient disparaître. Un océan sans requins, c'est pas un océan. C'est de l'eau, c'est tout. Sandra a décidé de consacrer sa vie à la protection des requins. Elle a convaincu le gouvernement colombien de faire de Malpelo une réserve protégée dont elle est aujourd'hui la gardienne. L'île a même été classée patrimoine mondial de l'humanité. Ici, il est interdit de pêcher. Mais la biologiste et son équipe doivent se battre au quotidien contre la pêche illégale. C'est la nuit que la plupart des pêcheurs tentent de pénétrer dans la réserve. Capitaine, arrêtez le bateau! Sandra vient de surprendre un bateau équatorien en flagrant délit. Pourquoi vous pêchez ici? À cause du courant, on a dérivé. Le courant, ça m'étonnerait. Vous êtes en plein milieu de la réserve. Mais la biologiste arrive trop tard. À bord, c'est un carnage. Là, c'est des requins marteaux. Ceux-là sont des requins de profondeur. Ils remontent la nuit. La plupart d'entre eux, c'est des requins femelles. Dans les filets, des dizaines d'autres requins, tous morts. Car pour respirer, l'animal a besoin de nager en permanence, même en dormant.
Privé de sa liberté, il meurt asphyxié. Sandra passera la nuit sur le bateau pour empêcher les braconniers de fuir avant l'arrivée des autorités. Il risque une amende et 3 ans de prison. Sandra recense les pertes. 14 tonnes de requins ont été pêchés. Dans le ventre des femelles, on trouve des bébés. Ils sont morts, hein? Non? Si, je pense. Un autre mâle, 3 mâles. Une catastrophe pour cette espèce à la maturité sexuelle tardive et au taux de reproduction très faible. À l'origine d'un tel massacre, un trafic mondial, celui des ailerons de requins. Chaque année, 80 millions de squales sont tués à travers le monde. La méthode est souvent cruelle. On appelle cela le shark finning, en français, le découpage des ailerons. Les animaux sont mutilés avant d'être rejetés à la mer encore vivants. Un commerce très rentable. Les ailerons se négocient jusqu'à 500 € le kilo. La demande explose, surtout en Asie, où la soupe aux ailerons de requin est un plat de prestige, le signe que l'on a réussi. Aujourd'hui, des millions de consommateurs sont en train de signer l'arrêt de mort du roi des océans. Certaines espèces ont vu leur population chuter de plus de 95% en seulement 30 ans. Les océans sont en train d'être pillés. L'homme, généralement, est très égoïste et il ne voit que pour soi-même. Il ne pense pas aux autres, il ne pense pas dans le futur. C'est quelque chose de présent, d'immédiat. Donc c'est, je fais de l'argent tout de suite, tant que je peux, d'accord? Je m'en fous du reste. En déclarant la guerre aux pêcheurs de requins, Sandra prend de gros risques. Les intérêts financiers en jeu sont énormes. Certains narcotrafiquants ont même investi dans le commerce des ailerons. La tête de la jeune biologiste a été mise à prix. J'ai été déjà avertie par le commandant de l'armée nationale de faire très attention parce que ça peut être dangereux. Ça peut aller qu'il t'abîme le zodiaque et que tu te retrouves en plein océan. Il se peut qu'il te tire une balle sur la tête. Mais Sandra ne se laisse pas intimider par les menaces. Pour sauver les requins, elle part sur les traces des braconniers. Nous sommes à Buenaventura, l'un des ports les plus dangereux du monde. Dans un pays pauvre en proie à la guérilla et aux narcotrafiquants, la protection des requins n'est pas une priorité. Bien au contraire. La pêche des squales fait vivre ici la majorité de la population. Sandra a rendez-vous avec des pêcheurs à qui elle va tenter d'expliquer son combat. C'est important que nous travaillions ensemble pour assurer des ressources durables. Il faut trouver un compromis, nous devons pouvoir pêcher. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez nous empêcher d'attraper les requins. À Malpelo, il est interdit de pêcher. C'est une zone de reproduction, il faut l'accepter. C'est surtout essayer de leur faire comprendre que c'est pas pour moi, que c'est pour eux. Mais je suis peut-être comme une maman qui essaye d'expliquer. Donc je pense que ça, c'est pas une question agressive et je vais te faire et je vais te tuer et je vais... Non, c'est toujours en essayant d'expliquer pourquoi. Donc je crois que parfois ils sont surpris. On est d'accord. Le requin mange des calamars. Si le requin disparaît, les calamars vont commencer à se reproduire énormément. Il y en aura beaucoup trop. Ces calamars vont commencer à manger les petits poissons. Les petits poissons vont commencer à disparaître. Donc la pêche va disparaître. Vos ressources de pêche vont disparaître. Viens avec moi à Malpelo. Pourquoi pas? Je suis d'accord. Je viens avec vous. Sandra tient sa promesse et conduit le pêcheur à Malpelo, à la rencontre des requins. Elle espère le convaincre d'arrêter de les tuer. Lorsqu'on met un masque, c'est là qu'on commence à aimer. J'aimerais que tout le monde puisse voir ce qu'il y a sous l'eau et les merveilles qu'il y a sous l'eau, qu'on n'est pas tout seul. Apollinaire n'a jamais plongé de sa vie. Les poissons, il les a toujours vus morts dans ses filets. Cette immersion dans leur milieu naturel va le bouleverser. Sandra joue les guides et lui fait découvrir les richesses de la faune de Malpelo. Pour Apollinaire, c'est le déclic. Malpelo, pour moi, c'était un rêve.
Il y a longtemps que je voulais connaître Malpelo. Mais pas pour pêcher. Non, bien sûr. Mais il faudrait aussi qu'on fasse des réserves sur la côte. Grâce aux efforts de Sandra, les pêcheurs colombiens ne viennent plus à Malpelo. Mais le combat est loin d'être gagné. Les océans recouvrent 70% de notre planète. Aujourd'hui, seulement 1% est protégé. Un chiffre dérisoire. Sandra se bat désormais pour que les gouvernements des autres pays créent davantage de réserves marines. La seule arme efficace pour lutter contre la surpêche et assurer l'avenir des océans. Les gens doivent commencer à être conscients, à mettre la main dans le cœur et savoir s'ils sont en train de bien faire ou pas faire. Et ça, c'est simplement la conscience qui peut te le dire. On a un diable et on a un ange. Et j'espère que c'est l'ange qui va gagner. Aujourd'hui, seulement 10% des terres de notre planète sont protégées. Comme cette réserve des plateaux Batéké au sud-est du Gabon. Des rivières éphémères façonnent ce paysage surgi au milieu de l'immensité de la forêt. Le sol est sableux, il ne retient pas l'eau ni les minéraux. C'est de la savane, si pauvre que la forêt ne pousse pas. Sans les racines des arbres pour emprisonner la terre, le sol s'échappe. Rien n'arrête l'érosion. Depuis des milliers d'années, la pluie sculpte ces impressionnants canyons et repeint ces falaises déchiquetées. Le blanc et l'ocre de la terre sableuse, le rouge du fer qui n'a pas encore été emporté, le vert des arbres qui profitent de chaque goutte d'eau pour reconquérir leur territoire. Ces cirques sont de véritables châteaux d'eau. Ils donnent naissance à des rivières qui irriguent à leur tour le pays. Plus au nord, la forêt de Minkébé, parsemée d'Inselberg, ces îles de montagne qui ont résisté à l'érosion. Un territoire encore inexploré, grand comme la Belgique. Et ils ne sont qu'une dizaine pour veiller sur ce joyau. De l'enthousiasme, il en faut. Et Louis Sosten, le directeur du parc, en a à revendre. Alors Louis, tout ça c'est votre royaume. Voilà, c'est un peu mon domaine vital pour parler ainsi. J'espère que lorsqu'on va l'ouvrir, on va ouvrir Minkébé à l'extérieur, on aura plein de monde. 32 000 km², hein. C'est énorme, énorme. Oui. En fin de compte, c'est une forêt inconnue, ça. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route, il y a même des zones intactes où l'homme n'est jamais arrivé. Hein. Magnifique, magnifique. Ce parc-là est unique par sa taille, par le peu de gens qui rentrent dedans, qui le connaissent, par le nombre d'animaux incroyables qu'il y a, qu'on ne connaît d'ailleurs, on ne connaît pas toutes les espèces ici. Hein. Non, on ne connaît pas toutes les espèces, mais je peux dire quand même que nous avons la plus grande population d'éléphants d'Afrique. Parce que Minkébé a 30 000 têtes. 30 000 têtes? Oui, tout à fait, 30 000 têtes. Et on peut en être fier. Vous êtes 10 pour vous en occuper. Je sais, c'est pas beaucoup, mais on essaie de le faire avec la passion. Et nous pensons que dans un proche avenir, nos effectifs vont augmenter. Votre gros problème, en fin de compte, c'est les chasseurs qui ramènent du gibier pour la viande de brousse, pour le vendre sur les marchés. C'est votre gros problème ici. Notre gros problème, oui, c'est les chasseurs, mais avec comment dire, certaines concessions forestières et minières qui s'installent et qui ouvrent les routes. Et ça, c'est dangereux. À pied, un chasseur n'est pas dangereux parce qu'il ne peut que prélever la quantité qu'il peut porter. Mais avec les routes, avec les concessions forestières qui rentrent, ils arrivent dans des zones intactes et avec tous ces véhicules, ils peuvent porter des très grosses quantités de gibier. Ça, c'est dangereux. Parce qu'ici, il n'y a pas du tout d'élevage. Les gens mangent uniquement de la viande de brousse, quoi, du gibier. Tout à fait. C'est pour cela que nous faisons... C'est traditionnel. Oui, c'est traditionnel. C'est pour cela que nous faisons ce travail de régulation de l'activité de chasse. Nous savons que les communautés villageoises, il n'y a pas de boucherie dans les villages. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Il ne faut pas que ça finisse, justement. Ce travail de régulation, malheureusement, les communautés ne le comprennent pas souvent très bien parce qu'on arrive avec le bâton, pour parler ainsi. Mais nous le faisons pour leur bien parce qu'il est possible que le terroir se vide, car il s'est déjà vidé ailleurs.
Alors nous essayons de leur faire comprendre qu'il ne faut pas que votre terroir se vide parce que vous n'aurez plus rien pour manger. Il y a de la corruption ici ou pas? C'est une question difficile, je suis désolé de vous la poser. Je sais. Bon, oui, on peut dire qu'il y a de la corruption et on peut dire qu'il y a pas mal de personnalités qui sont impliquées dans le braconnage, ceux-là qui ont de l'influence, hein, certains députés, certaines personnalités politiques ou bien certains hauts cadres militaires. Ces hommes politiques qui achètent des armes, ces personnalités militaires qui achètent des armes et qui les envoient dans les villages et qui ne facilitent pas le travail finalement. Parce qu'en fin de compte, les braconniers sont mieux équipés que vous. Oui, de plus en plus. Et ça fait peur. Parce qu'actuellement, dans certains secteurs, ils ont même des tourayas. Donc avant même qu'on arrive... Les tourayas, c'est des téléphones satellites. Des téléphones satellites. Donc c'est très difficile. Et on est surveillé dans les villes et avant même d'arriver au point chaud, on est déjà, tout le monde sait qu'on arrive. C'est une grosse organisation, le braconnage, parce qu'un éléphant que vous tuez dans la brousse comme ça, comment est-ce qu'on peut l'amener en ville? C'est impossible. Oh, il y a pas mal de maillons dans la chaîne. Hein, vous avez les chasseurs sur le terrain qui sont alimentés en cartouches et en armes, hein, qui, une fois ils ont tué, se rabattent auprès de plus en plus, malheureusement, nos frères ouest-africains qui l'amènent du côté de la frontière avec le Cameroun. Et puis ça se retrouve au port de Douala et puis ça se retrouve en Chine. En Chine? Ah ben oui, il y a de grosses quantités d'ivoire en provenance de Minkébé qui se retrouvent en Chine. C'est encore la mondialisation. Hein. Ah, encore la mondialisation dans le mauvais sens, malheureusement. Louis semble bien seul et désarmé face à ce braconnage organisé. Dans la forêt du bassin du Congo, 1 million de tonnes de viande de brousse sont prélevées chaque année, l'équivalent de 4 millions de têtes de bétail. C'est 6 fois plus que ce que la faune peut supporter. La mission de Louis, comme celle des autres gardiens de parc, est capitale, car protéger la nature, ce n'est pas préserver le passé, c'est construire l'avenir. Et ces forêts ne sont pas pillées que par les chasseurs de viande. Le minerai de leur sous-sol est l'objet de toutes les convoitises. Dans ce parc d'Ivindo, pourtant classé réserve naturelle, les investisseurs chinois, avec l'accord du gouvernement, veulent implanter une gigantesque mine de fer, construire un barrage et noyer ces chutes de Congo. Une menace pour ce fragile écosystème qui ne représente rien face à un marché de plus de 3,5 milliards de dollars. Un Gabonais s'oppose à ce projet. Son action lui a même valu d'être mis en prison. Il s'appelle Marc Ona Essangui. Et ce n'est pas la polio qui le cloue dans un fauteuil depuis l'âge de 5 ans qui empêche cet activiste de dénoncer la corruption. Vous allez voir. Les États africains aujourd'hui sont en train de jouer un jeu très dangereux. Vous avez des opérateurs économiques qui arrivent en Afrique, parfois des opérateurs économiques qui n'ont aucune considération pour la préservation de l'environnement, qui mettent sur la table des énormes sommes d'argent et nos dirigeants ne pensent qu'à ces espèces sonnantes et trébuchantes, mais mettent de côté des engagements pris en matière d'environnement. Quand on attribue un permis d'exploitation minier comme cet opérateur chinois et qu'on lui donne un feu vert pour démarrer les activités dans un parc national afin de créer une route qui va mener sur les chutes, et dans ces chutes, on doit construire un barrage hydroélectrique. Je crois que là, on vient de violer les engagements qu'on vient de prendre. Et je pense que si on fait une exploitation sans la prise en compte des considérations environnementales, nous arriverons en Afrique à des catastrophes écologiques graves. Il n'y aura pas de barrage sur les chutes Congo pendant aussi longtemps que nous serons là sur le terrain en train de mener notre combat. C'est en se procurant une copie du contrat signé entre le gouvernement et l'entreprise chinoise, et en le rendant public, que Marc alerte l'opinion sur ces accords illégaux. Malgré les menaces et les séjours en prison, il a réussi à faire plier le gouvernement. Sa détermination a été récompensée par le prix Goldman. C'est l'équivalent du prix Nobel de l'environnement. Pour Marc, le Gabon et l'Afrique doivent bien sûr se développer, mais en protégeant leurs richesses naturelles. L'enjeu symbolique qui doit se dégager dans cette lutte, c'est de montrer aux générations futures que les seuls à défendre l'environnement en Afrique, ce sont les Africains eux-mêmes. C'est parce que je ne suis pas seul que le prix Goldman est arrivé. C'est parce que je ne suis pas seul que certaines décisions au niveau du Gabon ont été stoppées. Je ne suis que celui qui dit à voix haute
ce que certains osent dire à voix basse. J'assume bien ce rôle, je prends les risques, je suis peut-être le fusible qui pourra griller, mais je ne refuse pas et je ne refuse pas d'être ce fusible pour la bonne cause. Pour moi, Marc fait partie de ces héros de l'environnement. Et sa victoire est un bel exemple. On l'oublie parfois, ces forêts ont beaucoup à nous apprendre. C'est un carrefour pour la vie animale et végétale. C'est ici, dans cette forêt gabonaise, que des scientifiques ont découvert tout récemment le repère du terrible virus Ebola. Il se cache dans l'organisme d'une chauve-souris qui frappe les singes et qui contamine à leur tour les hommes. Cette région où la vie foisonne plus qu'ailleurs est un véritable bouillon de culture pour les virus et les bactéries. Pour percer leurs secrets, on a créé le laboratoire de recherche de Franceville. Il est devenu l'un des plus sophistiqués au monde. Je voulais vous montrer les chercheurs qui y travaillent. Derrière ces murs règne une sécurité maximale. Le moindre contact avec ces virus peut être mortel pour ces scientifiques. Gilda, on a du mal à croire qu'on est ici au cœur de la forêt équatoriale, hein, oui, dans le bassin du Congo. Effectivement, on est dans un laboratoire de niveau 4. Ça veut dire quoi, niveau 4? C'est le niveau de sécurité maximale pour la manipulation des virus les plus mortels pour l'homme. Donc ici, le virus Ebola. Là, ce que vous manipulez maintenant, c'est le virus le plus dangereux au monde? On a un taux de mortalité de 80 à 90%. En général, vous mourrez en une semaine. C'est un peu la peste du XXIe siècle, ça. C'est inquiétant. On aimerait bien comprendre ce qui se passe, pourquoi Ebola va émerger une année et pas une autre. D'où vient-il? Où retourne-t-il se cacher pendant ces grandes périodes de silence entre deux épidémies? On ne peut rien faire contre Ebola. Il y a pas on ne peut rien faire avant, quoi. C'est une maladie qu'on ne connaît pas assez. On peut donner des alertes précoces, voire même avant l'apparition d'épidémies humaines. Effectivement, quand on voit une mortalité anormale sur les grands singes, et qu'on peut avertir les gens et dire « Attention, Ebola est actif en ce moment ». Éviter les contacts. Le virus Ebola aurait donc été transmis sans doute peut-être par une chauve-souris, et donc le gorille serait atteint comme nous. Exactement, le gorille et le chimpanzé sont des victimes au même titre que l'homme. Ce qui montre bien que tous ces grands singes et nous, on est vraiment très proches de la même famille. Hein. Très proches. Très proches. Cette proximité explique aussi une autre épidémie, le sida, qui tue chaque jour plus de 5000 personnes, la plupart en Afrique. Comme beaucoup de chercheurs, Mirdad Kazanji pense que les origines du virus se cachent dans la forêt. Au Gabon, le Centrafrique ici, c'est comme je dis, c'est un sanctuaire virologique et on trouve la plus grande biodiversité sur la planète dans cette région du monde, au Centrafrique. C'est la forêt équatoriale. Hein. Exactement, que ce soit animal, parasitaire, microbienne, je dis bactérienne ou encore virale. Vous travaillez particulièrement sur le virus du sida. Et vous êtes chasseur de virus, alors expliquez-nous. Alors, le virus du sida, comme vous savez, est passé à un moment donné du singe à l'homme. Donc vous cherchez, vous, ce fameux virus du singe qui est sur l'homme, dans l'homme, et comment il va grandir, comment il va s'adapter? Tout à fait. D'abord, on cherche un homme avec le virus du singe. Et lors de la chasse, il y a beaucoup de gens, les chasseurs, qui sont attaqués des fois par des grands singes, par des primates, et ils sont mordus. Donc il y a un échange direct. Cet échange-là n'existe nulle part ailleurs. Hein. C'est ici que ça se passe. Et donc nous, ça nous intéresse, ces individus, parce que chez eux, on peut comprendre l'histoire naturelle du virus du sida. Et après, comprendre le passage d'un homme à l'autre. Ça aussi, on ne connaît pas comment c'est passé et quand c'est passé. Docteur, comment vous travaillez? Alors d'abord, on envoie des émissaires dans les villages. Ils arrivent dans un village, ils demandent « Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est mordu par un singe ?» Et donc les villageois, souvent, ils disent « Oui, j'ai mon cousin qui est parti dans la forêt et il s'est fait mordre par un singe. » On revient après avec l'équipe, donc on questionne la personne mordue, à savoir « Vous étiez mordu par quelle espèce? Chimpanzé, gorille, petit singe ?» Ça, c'est des choses importantes. Et puis après, on prélève sur place, souvent sur place. Donc c'est une attraction pour le village. Vous avez fait combien de prélèvements de gens qui ont été mordus par des singes? Alors, depuis que je suis au Gabon, donc ça fait 4 ans que je cherche cela, et j'ai à peu près une centaine de personnes.
Donc ça, c'est un échantillonnage qui est excessivement rare et important parce que vous pouvez jamais avoir autant de gens qui sont mordus par des animaux. Je vais vous apprendre une chose. Moi, j'étais directeur d'une réserve, entre 20 et 30 ans. J'ai été mordu par chimpanzé et par cercopithèque. C'est extraordinaire. Donc je vais vous prélever. Si vous êtes d'accord, on peut aller dans le centre de prélèvement. Ça vous intéresse? Ah, bien sûr. Alors, vous aurez 101 personnes. 101 personnes avec vous. Vous avez peut-être passé professeur, en fin de compte, à l'Institut Pasteur. Grâce à moi. Grâce à vos virus. Merci beaucoup pour... Ben oui, moi j'aurais fait quelque chose pour la science. Une fois dans ma vie. De l'apparition du sida, nous savons encore peu de choses. Mais les singes de la forêt africaine nous aideront probablement à progresser. Le centre de Franceville héberge plus de 400 primates, dont 200 mandrilles, la plus importante colonie captive au monde. Beaucoup ont attrapé le SIV dans la forêt, le virus qui est devenu le sida chez les humains. Bettina Salé est vétérinaire. Régulièrement, elle endort ses mandrilles pour contrôler leur état de santé. C'est énorme. Bon, il n'a pas tant minci que ça finalement. Avec les autres chercheurs du centre, elle tente de comprendre les mécanismes du SIV. C'est pas souvent qu'on va photographier un mandrille à 30 cm. Hein. Donc là, c'est son contrôle sanitaire annuel, tu vois. Donc le but, c'est de checker l'animal, savoir que tout aille bien. Pour ce qu'il voit, parce qu'il a le rythme cardiaque qui accélère quand tu approches l'appareil. Ah oui, oui. Je m'appelle Yann. Il m'a dit quelque chose, oui. Donc lui, tu vois, il est SIV positif. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, on met des gants et tout, là, il faut se protéger un petit peu. Quoi. Donc les couleurs, tu vois, c'est lié à la testostérone. Donc il faut que l'animal soit déjà adulte. Lui, il a 10 ans. Hein, on voit bien que c'est... Regarde, voilà, c'est le sang, en fait, qui est en capillaire, tu vois. Attends, nous, et ce renflement, là, c'est l'os. Ouais. C'est un os un peu spongieux, en fait. Et t'as vu ses biceps? C'est impressionnant. Ça, c'est puissant. 2 fois plus que moi. Hein. En même temps, tu passes pas ta vie dans les arbres. En même temps, je suis pas très costaud non plus. Je te remercie de me le dire. Non, j'ai dit tu passes pas ta vie dans les arbres. J'oserais pas. Bon, allez, on va lui faire une petite prise de sang pour voir que tout va bien. Du coup, je vais en donner un petit peu aussi à la virologie. Ils vont regarder où en est son virus, comment ça se passe, est-ce qu'il y a toujours bonne cohabitation entre lui et son virus. Et puis voilà. Et puis après, retour à la maison. C'est comme si il s'était rien passé. Pourquoi vous travaillez sur les mandrilles? En fait, les mandrilles, ils ont un virus qui est le SIV mandrille. H chez l'homme. H chez l'homme. S singe. Eh ben voilà, exactement. Donc ils ont un SIV mandrille et qui ne fait pas un sida chez eux, qui ne les rend pas malades, qui ne les fait pas mourir. Donc c'est vraiment intéressant à étudier. Et pourquoi est-ce qu'on l'étudie chez le mandrille plutôt que chez le chimpanzé? Parce que chez le mandrille, ce virus-là est extrêmement fréquent en forêt. Si tu prends un vieux mâle, tu as toutes les chances qu'il soit porteur d'un virus. Il s'est tellement battu dans sa vie, il a tellement échangé de sang avec d'autres qu'en fait, il y a de fortes chances qu'il soit porteur. Et puis, on essaye de comprendre, évidemment, pourquoi est-ce que eux, qui sont quand même extrêmement proches de l'homme, même si c'est pas si proche que le chimpanzé, pourquoi est-ce qu'eux ne tombent pas malades avec leur virus? Quelle est la clé? Si on comprend pourquoi ces primates africains, qu'est-ce qui a fait qu'ils arrivent à survivre avec leur virus, peut-être que ça nous donnera des clés pour comprendre comment nous, humains, on peut se débrouiller du sida. Bettina passe aussi beaucoup de temps avec les chimpanzés du centre. Pour eux, pas de forêt comme pour les mandrilles, mais un véritable univers carcéral derrière d'épais barreaux. Il y a une dizaine d'années, ces chimpanzés ont servi de cobayes pour la médecine. Allez, on y va. Mais les recherches ont cessé. Ils nous sont devenus inutiles. Et Bettina rêve secrètement pour eux d'un autre avenir. Voilà. Ces chimpanzés sont très dangereux pour l'homme. Alors que dans la nature, un chimpanzé sauvage n'est absolument pas dangereux. Certains d'ici, les plus vieux, sont des orphelins. Ils ont vu leurs parents mourir avec un chasseur. Donc si tu veux, ils ont un souvenir de l'humain comme quelque chose qui n'est pas toujours très agréable. Parce que souvent, pour les attraper, on tuait la mère et le petit tombait avec. Bien sûr, c'est toujours le cas.
On a fait des expériences sur la pilule du lendemain. Oui, en fait au tout début de la création du centre, le but c'était d'étudier les problèmes de fertilité chez la femme et de travailler sur ces contraceptions retardées. Et les chimpanzés ont participé un petit peu à ces études, mais pas beaucoup en fait, parce que c'était très compliqué de travailler sur les chimpanzés. Il faut les endormir, etc. Donc c'est complexe. T'as pas l'impression d'être une gardienne de prison un petit peu ici? Je suis désolé de te dire ça. Avec eux, si tu veux, quand tu passes près des barreaux, parfois tu les regardes et tu te dis, mais c'est toi qui es là et moi je suis de ce côté-là, comment ça se fait? Et finalement... Tu m'as dit hier que tu pensais pas que tu finirais ta vie à s'occuper d'animaux en cage. Non, évidemment, moi tu sais, quand je voulais faire la primatologie, mon rêve c'était, moi c'est mes idoles, c'était Diane Fossé, c'est Jane Goodall, donc forcément je me voyais en forêt. Et quand je suis venue ici pour la première fois, en fait c'était pour faire une étude d'enrichissement du milieu, pour améliorer leurs conditions de captivité. Et puis j'ai vu une main à travers les barreaux, c'était la main d'un chimpanzé, et en fait tout ce qu'il attendait c'était qu'on lui caresse le doigt, parce qu'il s'embêtait. Et je me suis dit, bah, d'accord, c'était pas mon rêve d'enfant, mais finalement c'est peut-être là qu'il a le plus besoin de moi. En forêt, si je vais l'étudier, il n'a pas vraiment besoin de moi. Alors qu'ici, par contre, moi, je peux avoir un rôle avec eux pour essayer de leur trouver des solutions pour qu'ils soient mieux. Et dans l'idéal, pour qu'ils quittent un jour le centre par la grande porte. Alors, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est évidemment si on pouvait avoir quelques millions de CFA, qu'on puisse créer des îles. Le Gabon est un pays magnifique, avec beaucoup de cours d'eau, beaucoup de forêts. Et t'imagines, moi, j'ai une dizaine d'îles ici. Et j'emmène tout ce petit monde et on va faire notre retraite ensemble. Enfin bon, la leur, ça sera peut-être un petit peu avant la mienne, mais je vais les accompagner dans leur retraite sur des îles tranquilles. Ouais. C'est tes enfants, tout ça? C'est pas mes enfants, mais sont mes amis, ouais. Voilà, ils me le rendent bien. Et qu'est-ce que tu veux pour tes amis? Je voudrais qu'on reconnaisse tout ce qu'ils ont rendu comme service, l'utilité des services qu'ils ont rendus, et maintenant qu'on leur donne la plus belle des vies possible. Ils le méritent bien. Un appel est lancé. Nous allons maintenant à la rencontre d'une femme extraordinaire, Vandana Shiva. En Inde, des milliers de paysans endettés se sont suicidés parce qu'ils ne pouvaient pas payer leurs pesticides et leurs engrais. Vandana Shiva a réussi à convaincre des dizaines de milliers de paysans de produire autrement, sans pesticides, sans engrais chimiques, sans OGM, pour faire une agriculture qui profite beaucoup plus aux populations et beaucoup moins aux multinationales. Et vous allez voir, ça marche. C'est une femme en colère. En tête de cortège, Vandana Shiva. Derrière elle, des milliers de paysans indiens révoltés contre les géants de l'agroalimentaire, fabricants d'OGM, de pesticides ou d'engrais. Des fermiers désespérés, endettés, en guerre contre une agriculture intensive qui détruit leurs terres. Depuis 20 ans, Vandana Shiva donne une voix à ces paysans. Cette physicienne de formation est devenue une véritable icône en Inde. Dans tout le quartier, on vend des graines qui donnent la mort. Les multinationales se sont emparées du marché des semences, qui avant était géré par les fermiers. Vandana Shiva dénonce en réalité les effets pervers de la Révolution verte. Une réforme agricole apparue à la fin des années 60 qui sauve le pays de la famine en modernisant l'agriculture traditionnelle. Les récoltes sont dopées grâce aux engrais et aux pesticides. Dernière étape de cette modernisation, l'apparition, il y a 6 ans, des très controversés OGM. 2 tiers des fermiers qui cultivent le coton les adoptent. Et comme beaucoup, ils croient au miracle de l'agriculture intensive et des organismes génétiquement modifiés, comme ce nouveau coton Bolgard, vanté dans les publicités. Mais aujourd'hui, le système s'essouffle. Les sols sont épuisés et les résultats promis ne sont pas toujours au rendez-vous. Vous voyez, on est envahi par les chenilles. L'entreprise nous a affirmé que cette variété de coton résistait aux chenilles. Mais vous voyez bien, il y a des chenilles dans du coton OGM.
Cet homme doit de l'argent à la banque. Il ne peut plus emprunter. Il lui reste deux solutions. Vendre une partie de ses terres ou se suicider en s'empoisonnant. Depuis 10 ans, 150 000 paysans se seraient donné la mort, souvent en buvant des pesticides. Un geste symbolique et désespéré. En Inde, beaucoup préfèrent la mort au déshonneur de l'échec. Pour Vandana Shiva, qui recueille les mêmes témoignages aux 4 coins de l'Inde, les coupables sont tous trouvés. La chose la plus triste pour moi, c'est que l'échec du paysan dans ce pays fait le bonheur des multinationales agroalimentaires. Il y a 20 ans, j'ai voyagé avec l'un de ses représentants. Il m'a dit, en fait, nous on s'en fiche de savoir si nos semences donnent de bons résultats. Si ça ne marche pas, le paysan reviendra pour en acheter plus. De cette manière, le paysan souffre, la terre souffre, mais les profits des firmes, eux, ils augmentent. Comment peut-on imaginer que le paysan qui est obligé de boire ces pesticides peut représenter une forme de progrès? Il y a quelque chose qui cloche avec la manière dont on présente l'agriculture aujourd'hui. Le message de Vandana Shiva résonne partout dans le monde. Cette militante en sari parcourt sans cesse la planète pour dénoncer les dangers d'une agriculture industrielle et mondialisée. Je vous écoute, mais je suis en train de parler, donc vous aussi, vous devez m'écouter. Sur le terrain, devant les médias du monde entier, elle mène un combat acharné contre les multinationales. Mais peut-on nourrir le 2e pays le plus peuplé du monde sans avoir recours à l'agriculture intensive? Shiva, la physicienne, met en avant une solution alternative, l'agriculture biologique. Au pied de l'Himalaya, elle a créé une ferme modèle, Navdanya. Ici, aucun produit chimique. Un seul objectif, préserver la richesse du sol indien. Navdanya signifie 9 graines, et c'est ma réponse au contrôle qu'exercent les multinationales sur la vie. Ici, nous cultivons plus de 160 variétés de riz adaptées à ce climat, et nous avons répandu ces variétés dans différentes régions d'Inde. Au total, nous avons réussi à conserver plus de 2000 sortes de riz. L'étonnante collection de graines se trouve dans la ferme. La plupart n'existent plus sur le marché, car depuis la Révolution verte, l'Inde pratique la monoculture. Nous avons ici un riz noir, spécialement créé par la nature pour résister au froid des régions de haute altitude. Voici encore plus de riz noir, du riz rouge, du riz brun, du riz long, du riz rond, du riz doré. On ne veut pas d'un système sophistiqué ou coûteux. Il ne faut pas que les paysans qui viennent visiter notre ferme se disent « Ok, vous pouvez le faire, mais pas nous ». Je veux donner envie à chaque paysan de devenir le gardien de ses propres graines. Pour les aider, elle a créé à New Delhi un réseau de distribution gratuite de graines. Autour d'elle, des dizaines de bénévoles informent les agriculteurs et leur expliquent comment cultiver bio. Les graines que nous avons collectées dans les différentes régions et que nous avons multipliées sur notre ferme avec grand soin, nous les rendons aux fermiers en fonction de leurs besoins. Ce qu'on demande en retour, c'est qu'ils nous rendent le double des semences ou qu'ils distribuent la même quantité à 2 autres fermiers. Et comme ça, ça fait un effet boule de neige qui aide les paysans à passer du chimique au naturel. Aujourd'hui, en Inde, seul 1 paysan sur 1000 cultive les graines de Vandana Shiva. Pour convaincre les autres, elle se rend jusque dans les endroits les plus reculés du pays. Son meilleur argument est économique. En tournant le dos aux produits chimiques, certains fermiers ont vu leurs bénéfices tripler. Un espoir pour tous les paysans indiens. Pour moi, le paysan indien représente la résistance, l'espoir et la force. Il est l'âme de l'Inde. Et le combat pour la liberté de nos semences, pour la liberté de nos fermiers, est pour moi la même chose que le combat de Gandhi. Un combat pour la vérité. Est-il besoin de parler devant un tel paysage? La beauté peut parfois aider à réfléchir.
Ces brumes nées des rivières sont précieuses. Elles enveloppent la forêt d'un voile d'humidité qui ralentit la transpiration des arbres. Car le feuillage a besoin de transpirer pour que l'arbre grandisse. L'eau qui s'échappe du feuillage enclenche un cycle qui aspire la sève. Le Gabon est le premier exportateur de bois au monde. Le bois, on ne peut pas s'en passer, mais peut-on au moins produire sans détruire les forêts? J'ai eu envie de voir une exploitation certifiée qui a reçu le label FSC, une garantie pour le consommateur que le bois qu'il achète ne vient pas de la déforestation. Je vais rencontrer Christian Mbina. C'est un militant écologiste. Il a décidé de rejoindre l'industrie forestière pour la transformer de l'intérieur. Christian me présente son géant de père. Ah, et donc quel arbre, hein? Ouais. Ça c'est un géant. Je vais te présenter maintenant à Papa Ivino. Papa Ivino, bonjour Papa Ivino. Ouais. C'est un géant qui peut avoir... S'il est jeune, il a 500 ans. Donc un mékogo, on l'appelle, qui n'est pas beaucoup utilisé en production forestière. C'est pour ça qu'il est encore là, sans doute. Le code forestier interdit d'exploiter des géants comme ça. Je vis complètement en forêt et rencontrer un papa comme ça tous les jours, ça n'arrive pas. Cette forêt, elle fait presque peur, hein. On sent qu'on n'est pas... Moi, je me sens pas chez moi ici du tout, hein. Il n'y a pas de lumière. Ouais. Hein. Ouais, là, on est quand même dans un milieu, on va dire, profond. Tout à l'heure, on a vu beaucoup de traces de crottes d'éléphants, tout ça. L'hostilité de la forêt ne peut pas m'habiter parce que je suis habitué, parce que c'est ma vie de tous les jours. Je ne la vois pas comme vous la voyez, en fait. Comme vous la voyez dans les journaux, comme vous la voyez à la télévision. Parce que ça a un rôle, la forêt. Le rôle économique est assez important. Il a son rôle écologique qui est très important pour l'humanité. Et il a son rôle social qui est très important pour les populations qui y vivent. On ne peut pas lui enlever un de ces trois rôles. Il a les trois, il marche avec les trois, il vit avec les trois. C'est pas une forêt sous cloche qu'on ne doit pas toucher. Il y a des gens qui vivent de ça. Il ne faut pas que les gens meurent de faim dans leur milieu parce qu'il faut conserver, Non, on conserve ce qui est délicat, comme quand on a un capital, on bouffe les intérêts, mais on maintient le capital pour ne pas tomber en faillite. C'est ça. Ça, c'est le capital, on n'y touche pas. Voilà. Et là, on va aller voir les intérêts. Là, on va voir les intérêts qu'on va prélever. Les bûcherons ont sillonné la forêt pour la cartographier et dresser un inventaire, essence par essence. Cet arbre n'a pas été sélectionné par hasard. C'est un oukoumé, une espèce qui ne fleurit que tous les 7 à 15 ans. Celui-ci a une centaine d'années. Son tronc sera exporté vers l'Europe, l'Amérique ou l'Asie pour y être transformé en contreplaqué. C'est impressionnant quand ça tombe, hein? Ouais, impressionnant, surtout le bruit qui est assourdissant. Là, vous avez fait attention qu'aucun arbre soit abîmé par la chute de celui-là. Oui, tous les aspects environnementaux ont été pris en compte, que l'arbre ne tombe pas dans une rivière, s'il y a une rivière aux alentours, et surtout qu'il ne détruise pas les autres arbres qui sont autour. Sur cette petite parcelle de 30 hectares, vous allez couper combien d'arbres? Une moyenne de 20, à moins d'un arbre à l'hectare, en fait, exploité, tous les 30 ans. Et vous reviendrez dans 30 ans ici? Voilà. On fait du prélèvement. C'est pas une déforestation du tout? Non, c'est vrai qu'il y a quand même modification de l'environnement, c'est évident, mais on ne peut pas parler de déforestation. Parce que c'est vrai que les forestiers étaient toujours très attaqués, ils n'étaient pas très fiers de leur métier souvent. Écoute, quand un forestier, un bûcheron français coupe un chêne, ça ne râle pas. Mais quand on coupe ici, ça râle. Nous, on est responsable, on fait de l'exploitation responsable, on veut le faire proprement, on le fait avec des méthodes d'aménagement. Donc on est fiers de ce qu'on fait. Le Gabon est le pays qui a la plus grande surface de bois certifié. Le Gabon a 1 300 000 hectares de forêt certifiée, quand on parle de forêt tropicale naturelle, bien sûr. Donne-moi des exemples de ce que vous devez faire pour cette certification.
Il faut prendre en compte aujourd'hui des luttes anti-braconnage, donc empêcher le braconnage dans sa concession. Et là, vous travaillez avec le WWF? Là, on travaille en collaboration avec le Fonds mondial pour la nature, donc le WWF. Il y a la mise en place de la potabilisation de l'eau pour nos employés. Il y a la mise en place des dispensaires pour le bon traitement de nos employés. Il y a la considération juste de l'éducation, donc les écoles. C'est un gros investissement qu'il faut mettre pour la certification. Même le salaire des employés de la société? Tout le traitement des employés est pris en compte par le label FSC. Tous ces arbres doivent être extraits de la forêt. En camion sur des pistes ouvertes dans la végétation, remorqués sur les cours d'eau, ou encore hissés sur le Transgabonais, ce train qui chemine le long du fleuve Ougoué. Il charrie aujourd'hui le minerai, le bois et transporte les hommes. Les grumes ne connaissent qu'une seule destination, la mer, comme ici à Port-Gentil, en attendant les cargos du bout du monde. Christian, c'est impressionnant cette forêt morte qui flotte. Tous ces cadavres, on marche sur des cadavres d'arbres. Hein. T'as pas l'impression d'avoir vendu ton âme au diable en travaillant pour un forestier? Toi qui es un écolo. Ouais, non, pas du tout, parce que moi j'ai combattu la mauvaise exploitation forestière pendant longtemps. J'ai été rédacteur de la Gazette des protecteurs de l'environnement du Gabon, qui s'appelle Le Cri du Pangolin. On a eu beaucoup de conflits avec les forestiers. On a fait des collectifs, des ONG environnementales contre les forestiers pour dénoncer la mauvaise exploitation. Mais ce qu'on voulait, c'est qu'ils se mettent en aménagement durable. Alors donc maintenant, il faut des ressources, il faut des hommes à l'intérieur de ces exploitations, à l'intérieur de ces entreprises, pour leur apprendre les méthodes que nous, on exigeait quand on était de l'autre côté. Et puis vous aussi, vous avez à apprendre d'eux. Voilà, on a échangé. Il faut dire que les forestiers connaissent aussi la forêt, parce qu'ils l'exploitent depuis des années. Donc il faut être ensemble pour pouvoir améliorer la forêt. Il ne faut pas qu'on se lâche, il ne faut pas qu'on dise c'est la responsabilité des autres. Il faut que tous les acteurs se mettent ensemble. Tous ces arbres ont un numéro. On sait d'où ils viennent et comment ils ont été coupés. C'est ça qu'on appelle la traçabilité. Une fois de plus, on met l'acheteur face à ses responsabilités. L'acheteur a la possibilité de dire « moi, je veux savoir comment ce bois-là a été exploité ». Comme pour dire encore, le consommateur est responsable. Il a la gestion des forêts entre ses mains, où qu'il soit à travers le monde. Qu'il soit à New York en train d'acheter un meuble, qu'il soit à Paris en train d'acheter une rame de papier, il a la responsabilité de la gestion des forêts, loin en Afrique, loin en Malaisie, loin à travers l'Amazonie ou le bassin du Congo. En Afrique, la forêt disparaît 2 fois plus vite qu'ailleurs. 4 millions d'hectares sont rasés chaque année pour le bois, le charbon de bois et le papier, l'équivalent d'un pays comme la Suisse. Au Gabon, seulement 5% des surfaces confiées aux forestiers sont gérées de manière durable. Ce n'est qu'un début. Mais les choses bougent sous la pression des consommateurs. À chaque fois que nous achetons, nous décidons de l'avenir du monde. On parle de pouvoir d'achat, d'indice de consommation, de taux de croissance. Mais on oublie trop que notre désir légitime de payer moins se traduit souvent par des injustices, chez les agriculteurs de nos pays, comme dans les pays en voie de développement. Nous partons maintenant à la rencontre de Tristan Lecomte, ce Français qui a créé une entreprise de produits équitables. Alors le commerce équitable, c'est quoi? Quand nous achetons un produit marqué du label commerce équitable, nous avons la garantie que le producteur a été payé à un juste prix, qu'il peut vivre de son travail. Tristan Lecomte parcourt le monde à la rencontre de ces milliers de petits producteurs qui fournissent son entreprise. Et il a un idéal, donner du sens à notre consommation. Des plantations de thé à perte de vue, l'or vert du Sri Lanka. Le pays en est le 3e producteur mondial. Loin des exploitations industrielles, Tristan Lecomte a rendez-vous avec ses fournisseurs dans un petit village de montagne. On ne travaille qu'avec des petits producteurs. C'est le commerce pour le développement, à la différence du commerce international qui souvent va à l'encontre des intérêts des petits producteurs dans les pays en développement. Ce chef d'entreprise a décidé de faire du commerce autrement. Un commerce plus juste, équitable.
Depuis 6 ans, il achète du thé à la famille Pushibanda. Avant, ils étaient à la merci d'intermédiaires et vendaient leur production à un prix dérisoire. Vous vous rendez compte, on ne pouvait pas compter sur notre production pour vivre. Et maintenant, c'est possible. Donc tout ça, ce sont de nouveaux champs. Ce qui nous intéresse, c'est de payer le prix juste, qui couvre les coûts de production et qui permet au producteur de se développer, donc de réinvestir dans son champ, dans son appareil de production, etc. Donc d'avoir un produit de meilleure qualité. C'est faux de penser qu'on peut avoir un bon produit s'il a été acheté dans de mauvaises conditions et à un prix extrêmement bas. Ça n'existe pas, il faut arrêter de se mentir. Si on veut un bon produit, il faut payer le prix juste. C'est logique en fait. Tristan achète ici le thé 4 fois plus cher que le prix du marché. Grâce au commerce équitable, cette famille très pauvre a pu s'offrir une maison et un hangar pour stocker sa production. Mais la démarche de ce patron français n'est pas qu'humanitaire. Cet ancien d'HEC a voulu concilier éthique et profit. On est allé beaucoup trop loin dans l'exploitation des pays du Sud, de leurs ressources et des hommes qui sont derrière ces produits. Donc on revient à un plus juste équilibre. Tristan Lecomte vient ici plusieurs fois par an pour suivre la production. Une fois récoltées, les feuilles de thé de la famille Pushibanda sont confiées à une coopérative et traitées dans cette usine. Dans quelques semaines, ce thé sera dans les rayons des supermarchés, à des milliers de kilomètres de là. L'entrepreneur teste la qualité des produits. C'est la preuve que le commerce équitable, c'est aussi synonyme de qualité, parce que quand on a des relations suivies et privilégiées avec des producteurs et avec l'organisation de producteurs, c'est la garantie de voir le produit s'améliorer constamment, et c'est ce qu'on a vu depuis le début. En fait, maintenant, avec celui-là, je me demande ce qu'on peut améliorer. 800 000 boîtes de thé comme celle-ci sont exportées chaque année vers la France. Pour augmenter le revenu des producteurs, les femmes fabriquent l'emballage du thé sur place. Des boîtes sans plastique et biodégradables, tressées de façon traditionnelle avec des feuilles de palme. Ça va trop vite pour moi. Dans le village de la famille Pushibanda, le commerce équitable profite à toute la communauté. Une charte internationale oblige Tristan Lecomte à verser une prime de développement. Cet argent a permis à 800 familles d'acheter un camion, d'envoyer les enfants à l'école et surtout d'avoir l'eau potable. Cette pompe installée à l'entrée du village est une bénédiction. Avant, la population devait faire 2 km à pied pour trouver de l'eau. Une relation privilégiée s'est installée entre Tristan et les paysans. Un lien qui dépasse les simples relations commerciales. J'ai l'impression qu'on reçoit beaucoup plus qu'on ne donne. On achète un produit au final un peu plus cher que le marché, de l'ordre de 70% de plus que le marché, mais ça ne représente que 7% du prix final, donc c'est tout à fait acceptable comme effort. Et en échange, on reçoit beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Je ne pourrais pas imaginer de retourner au commerce classique, je trouve ça triste. La famille Pushibanda vit avec 35 € par mois. Pourtant, quand il leur rend visite, ce chef d'entreprise a droit à un repas de fête. C'est un moment magique, c'est magnifique de pouvoir dîner avec des gens qui sont aussi gentils, qui vous accueillent tout de suite, qui vous prennent pour leur enfant, ou qui vous traitent comme leur famille. On est des hommes, on a besoin de relations humaines, on a besoin de cœur, de parler avec nos tripes, quoi. Et ça, c'est un moment privilégié pour ça. This is delicious. Paripo. Paripo. À Paris, Tristan Lecomte est à la tête d'une quarantaine de salariés. En 10 ans, sa marque est devenue le leader du commerce équitable en France. Aujourd'hui, l'entreprise travaille avec une centaine de petits producteurs dans plus de 30 pays. Tous les produits ont une histoire, et c'est une histoire tant sur l'aspect biodiversité que social, économique, environnemental. Là, on a du thé rouge d'Afrique du Sud. C'est une toute petite coopérative de 26 producteurs qui fait du thé rouge. Des cœurs de palmier aussi qui viennent du Brésil. C'est dans le cadre d'un projet de reforestation. Dans les supermarchés, Tristan défend ses produits auprès des consommateurs. Car aujourd'hui, le commerce équitable ne représente que 0,01% du commerce global. Mais à l'avenir, le jeune patron espère changer les mentalités. Le commerce équitable, c'est pas uniquement fait pour aider un producteur, c'est aussi fait pour nous aider, nous, consommateurs, parce qu'on n'est pas très à l'aise quand on achète un produit qui a été acheté à un prix
tellement bas qu'on est sûr qu'il a été fait dans des mauvaises conditions. Et le commerce équitable, c'est un peu pour nous reconnecter avec notre dignité de consommateur. Aujourd'hui, on est souvent un peu triste des produits qu'on achète parce qu'il n'y a rien derrière. Le commerce équitable, pour moi, c'est tout autant fait pour le consommateur que pour le producteur. Dommage qu'on n'ait pas inventé le pétrole équitable, car le pétrole fait surtout la fortune des États qui en possèdent et des multinationales qui l'exploitent. L'or noir, c'est la première richesse du Gabon qui lui a permis de se développer depuis 50 ans. Chaque jour, on brûle ou transforme 13 milliards de litres de pétrole dans le monde. Mais c'est une richesse éphémère. Et étrangement, personne ne veut croire qu'un jour il cessera de couler. Nous volons vers une plateforme pétrolière au large de Port-Gentil. C'est l'une des plus grandes du Gabon. 40 personnes y vivent et se relaient 24 heures sur 24. Elle pompe 900 000 tonnes de pétrole par an. C'est ce que consomme la France en 4 jours. J'ai rendez-vous avec Roger Sikout, l'un des pionniers de l'exploitation du pétrole au Gabon. Le Gabon, c'est un pays béni des dieux. Vous avez ces forêts immenses et en plus vous avez cette richesse incroyable que le pétrole. Effectivement, d'autant plus que le sous-sol regorge des ressources telles que le pétrole que l'on connaît, le manganèse, mais il ne faut jamais oublier que la première ressource du Gabon s'appelait et s'appelle encore l'or vert, la forêt. Bon, la forêt, vous l'avez préservée, elle est encore là, elle ne finira, j'espère, jamais. Tandis que le pétrole, c'est une richesse qui est en train de s'épuiser. Dans le cas du Gabon, prenons un exemple. Nous sommes passés par un pic en 1997. Nous produisions à l'époque le maximum 370 000 barils jour. Au jour d'aujourd'hui, avec un déclin régulier, nous en sommes à 240 000 barils jour. Donc vous savez très bien que l'ère du pétrole va finir un jour. Je ne comprends pas trop que l'on puisse en douter. Au rythme où va la consommation, puisque ce n'est pas un produit renouvelable, il finira forcément, c'est mathématique, rien qu'en transport, sans compter les avions. La consommation des États-Unis est de 3,5 millions de barils par jour. Le Gabon produit 240 000 barils jour. Vous faites l'équation, je ne fais pas de commentaire. Ça ne vous épate pas de voir que le monde n'est pas conscient de ça, qu'on ne se prépare pas à cette fin du pétrole annoncée, qu'on n'est pas en train de s'adapter à ce qui va arriver. Le pétrole ne va pas s'arrêter d'un coup, bien sûr. Vrai. Ça va faire sur des dizaines d'années, mais... Vous savez, je pense que dans l'imaginaire de tout le monde, je pèse bien mes mots, c'est la première fois qu'on sera confronté à une rupture certainement brutale de quelque chose qui ne sert pas seulement à l'énergie, mais qui sert à beaucoup de choses. Les produits de beauté, du plastique, qu'en sais-je encore? L'agriculture. Et donc, on en est fondamentalement dépendant. Or, il faut se rendre compte que quand on est passé du bois au charbon, c'est un passage qui s'est fait en douceur, à la limite, on ne s'en est même pas aperçu, tellement c'était confortable. Quand on est passé du charbon au pétrole, ça a été la même chose. Et pour la première fois, on ne sait pas ce que sera l'après-pétrole, tellement on en dépend. On ne sait rien de l'avenir, et pourtant on continue à gaspiller en toute insouciance. Un seul exemple, ces torchères brûlent à longueur d'année, un gaz précieux qui sort mélangé au pétrole. Il pourrait pourtant être récupéré ou au moins réinjecté dans les puits. Je crois que toutes les torchères du monde correspondent au gaz qu'utilise toute la France pendant un an. C'est énorme, ce gâchis. C'est vrai. Mais le monde, de ce point de vue, concernant les gaz à effet de serre, le monde en prend sérieusement conscience. Mais tout le monde n'a pas signé le protocole de Kyoto. Mais il arrive que des petits pays comme le Gabon donnent l'exemple. Aujourd'hui, notre administration est à cheval là-dessus et a demandé, c'est un challenge, 0 gaz torché dans 2 ans. 0 torchère dans 2 ans. 0 torché dans 2 ans. À une époque, il y avait tellement d'énergie qu'on s'en fichait. On envoyait le gaz en l'air, on ne cherchait pas à le récupérer. On ne réalisait pas. Vous savez, il y a un langage nouveau qui s'est fait jour il y a quelques années. Le développement durable, quand j'étais au lycée, je n'entendais pas parler de développement durable. Le gaz à effet de serre était connu, mais on n'en parlait pas de façon aussi populaire, je dirais. Donc, est-ce que les pionniers ont eu tort? Certainement. Est-ce que vous êtes optimiste? Je reviens à cette offrande, en quelque sorte, d'une partie de la forêt. Seul le Gabon ne pourra pas valoriser
cette manne qu'elle met à la disposition de l'humanité. Il faudrait l'aider. Et pour le moment... La nature vous aide déjà, ça vous aide. Oui, mais nous on n'a pas ça, nous. Je sais, mais nous sommes en train de dire que ça ne nous aidera pas toujours. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve plus pauvre que pauvre quand il n'y en aura plus. D'accord. Le Gabon se cherche d'autres richesses pour préparer son avenir. Il possède du bois, des minerais, mais aussi une extraordinaire nature, comme les baleines qui croisent au pied de ces plateformes. De quoi faire du pays l'une des grandes destinations de l'écotourisme, comme le Costa Rica en Amérique centrale. Nous survolons les parades des baleines à bosse qui fréquentent les eaux du Gabon. Ces géantes mesurent jusqu'à 16 mètres et pèsent près de 40 tonnes. Elles passent la moitié de l'année près des pôles, mais l'hiver, elles entament une longue migration pour rejoindre les eaux chaudes de l'équateur. Elles viennent ici pour s'accoupler ou mettre bas. Ces infatigables voyageuses parcourent jusqu'à 25 000 km par an. Pendant près de 4 siècles, les baleines à bosse ont été victimes d'une chasse intensive pour leur viande et leur graisse utilisées comme combustible pour l'éclairage. Et c'est le pétrole et son essor qui les a sauvées, parce qu'il a remplacé leur graisse. Depuis les années 60, elles sont protégées et leur population a presque doublé. Ce qui montre que rien n'est irréversible. Une autre image de ce pays resté si sauvage. Ces forêts installées jusqu'au bord de l'eau. C'est la première fois que je vois des éléphants se promener sur la plage. Ces plages sont magnifiques, mais des milliers de billes de bois échappées des ports s'échouent ici. Certains troncs dressent des barrages infranchissables, d'autres sont enfouis et empêchent les tortues luttes de creuser leur nid. Je retrouve Guy-Philippe Sounguet. Il veille sur les tortues luttes qui parcourent des milliers de kilomètres pour venir ici. Le Gabon est l'un des plus grands sites de ponte au monde. Ces animaux ont survécu au cataclysme qui a anéanti les dinosaures il y a 65 millions d'années. Et aujourd'hui, en moins de 20 ans, 9 sur 10 ont disparu. La nuit au mois de décembre, les femelles sortent de l'océan pour creuser leur nid dans le sable et y déposer leurs œufs. Alors là, en ce moment, elle est complètement... elle est comme hypnotisée. Comme disait, elle est en train de pondre. On peut mettre la lumière, on peut tourner autour. Là, elles sont très vulnérables à ce moment-là. Les prédateurs peuvent venir, les gens peuvent les attraper pour les tuer très facilement. Ça, c'est le moment le plus sensible et c'est le moment même le plus dangereux pour elles. Qu'est-ce que vous faites là? Là, on va prendre le point géographique pour identifier la zone où la tortue a pondu. Et avec un GPS, il est en train de prendre exactement la position du nid. Elle va faire combien d'œufs environ? Entre 100 et 80. C'est une moyenne. Alors on estime qu'il y en a seulement un bébé sur 1000, quoi, une petite tortue sur 1000 qui va survivre. Oui, sur 10 nids d'une centaine d'œufs, il y a un seul bébé qui va arriver à l'âge adulte, donc qui peut remplacer une tortue adulte de cet âge. Alors j'ai vu tout à l'heure, elles ont été très dérangées par tous les morceaux de bois qu'il y a le long de la plage, elles butent dedans et elles repartent. Oui, et ça c'est un grave problème parce qu'il y a toutes les grumes qui s'échappent des ports de Libreville ou bien de Port-Gentil viennent s'échouer sur les plages de ponte et c'est un problème qu'on retrouve le long du littoral du Gabon. Ces tortues luttes ont déjà complètement disparu de l'océan Pacifique. Qu'est-ce qui se passe en Atlantique? En Atlantique aussi, il y a le déclin est en train de se faire remarquer, non seulement à cause des ordures ménagères qu'on jette régulièrement sur les plages, mais également de la pêche industrielle. Quand on prend le cas du Gabon, il n'y a aucun contrôle dans les bateaux de pêche industrielle et ce sont des bateaux qui ne respectent pas les couloirs de migration, qui pêchent